la lumière du matin caressait la ville de Bonalamba avec la douceur d'un chant ancien. Les premiers rayons du soleil s'effilochaient sur les toits en tôle, les balcons fleuris des villas bourgeoises, les devantures colorées des boutiques encore endormies. L'air avait cette tiédeur de début de saison sèche, où le ciel reste haut, bleu et immobile comme un témoin silencieux. Fatoumata Sarr descendit du car de la compagnie Transcoba, tenant sa valise de tissu à roulettes d'une main, son foulard bien noué sur la tête. Son visage, creusé de rides nobles, portait ce mélange d'excitation et de crainte que seuls les grands jours apportent. Elle posa les pieds sur la terre ocre de Bonalamba comme on entre dans un temple, avec solennité, avec respect. Elle y venait pour la première fois. Et pourtant, dans son cœur, elle avait déjà dessiné chaque rue de cette ville depuis des années, à travers les récits pressés de son fils Ismaël au téléphone. Elle s'était levée à 4 heures du matin à Kolda, sa ville natale, pour prendre le bus. 11 heures de route, une banquette raide, une climatisation capricieuse, et ses longs silences pesant entre deux conversations de voyageurs. Mais elle était venue. Pour son fils. Pour lui montrer qu'elle était là, même après toutes ces années de distance. Ismaël, son unique fils, le miracle de sa jeunesse, était devenu PDG. Une ascension fulgurante. Il dirigeait maintenant une entreprise de télécommunications réputée à Bonalamba. Il lui avait téléphoné 3 semaines plus tôt, la voix vibrante. « Maman, je veux que tu viennes. J'ai quelqu'un dans ma vie. Une femme. Je veux que tu la rencontres. C'est important pour moi. » Et Fatoumata, malgré ses douleurs aux genoux, avait dit oui. Bien sûr que oui. Mais à peine arrivée à la gare routière de Bonalamba, un malaise flotta. Elle composa son numéro une première fois. Rien. Deuxième appel. Même sonnerie coupée nette. Troisième tentative. Le correspondant que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Son cœur se serra. Peut-être était-il occupé. En réunion. En route pour venir la chercher. Elle s'assit sur un banc en ciment, entre 2 sacs de voyageurs et des cajots de tomates abandonnés. Autour d'elle, la ville s'éveillait, les klaxons résonnaient, les vendeurs de café passaient avec leurs thermos, le vent jouait dans les jacarandas. Mais elle était seule au milieu du tumulte. 1 heure. 2 heures. 3. Toujours rien. Elle appela encore. Envoya un message vocal, la voix pleine d'espoir, légèrement tremblante. Fatoumata finit par héler un taxi. Un vieux Toyota tout cabossé. Elle montra à l'homme l'adresse envoyée par son fils dans leur dernier échange WhatsApp, Villa 13, rue des Jacarandas, quartier Les Collines Crème. Le chauffeur tourna la tête, haussa un sourcil. Là-bas? C'est chic, hein? C'est pas pour les petits gens. Elle sourit doucement. Mon fils y habite. Il ne dit plus rien. Juste un petit hochement de tête respectueux. Ils roulèrent longtemps. Bonalamba était plus vaste qu'elle ne l'imaginait. Il y avait des collines aux courbes lentes, des quartiers bruyants et animés, puis des avenues calmes bordées d'arbres aux troncs tordus. Et enfin, les collines crème. Là où le bitume devenait lisse, où les maisons semblaient flotter derrière des murs blancs et des portails électroniques. La villa d'Ismaël était là, imposante, presque intimidante. Une façade beige sable, des baies vitrées, des bougainvilliers bien taillés, un portail noir et or. Fatoumata descendit. Elle lissa sa robe, remit son foulard, prit sa valise. Elle s'approcha de la petite guérite. Un vigile, jeune, en uniforme impeccable, la scruta. « Je viens voir Ismaël Sarr. Je suis sa mère. » Il consulta un registre sans lever les yeux. « Il n'a laissé aucune note à ce sujet, madame. Et je n'ai pas l'autorisation d'ouvrir sans instruction. Mais, il m'a invité. Il m'attendait. » Le vigile haussa à peine les épaules. « Il n'est pas là en ce moment. » Il ferma la petite fenêtre en plexiglas. Et le portail resta fermé. Glacial. Fatoumata recula lentement. Les jambes tremblantes. La poussière de Bonalamba se mêlait à la sueur de son front. Elle ne savait plus si elle était en colère, blessée ou simplement perdue. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne comprenait pas. Elle passa la nuit dans une petite auberge en bordure de la vieille ville. Une chambre modeste, un matelas dur, un ventilateur au plafond qui grinçait. Elle n'arrivait pas à dormir. Son esprit moulinait. Et s'il l'avait oubliée? Et s'il ne voulait plus d'elle?
Et s'il avait honte? Le lendemain, elle se leva tôt. Le cœur décidé. Cette fois, elle irait à son bureau. Elle ne repartirait pas sans comprendre. La tour Sarcom se dressait comme un vaisseau futuriste dans le quartier des affaires. Une structure de verre et d'acier, glacée, hautaine. Des employés bien habillés, badge au cou, défilaient dans le hall. Fatoumata s'y sentait déplacée, comme une tache d'argile dans une pièce en marbre. Elle s'approcha de l'accueil. Une jeune femme au chignon strict leva les yeux. « Je suis la mère d'Ismaël Sarr. Je suis venue de loin. Il m'avait demandé de venir. Je cherche mon fils. » La réceptionniste hésita, puis tapota son clavier. « Monsieur Sarr est en déplacement. Il est à Abidjan depuis 2 jours. »« Ce n'est pas possible. Il devait me recevoir hier. » La voix de Fatoumata se brisa légèrement. Mais la jeune femme secoua la tête. « Je suis désolé, madame. Il n'a laissé aucune instruction. » Fatoumata sortit, étourdie. Le soleil tapait fort. Elle marcha au hasard, le regard trouble, le cœur vide. Dans sa tête, 1000 pensées l'assaillaient. Puis, dans une rue perpendiculaire, alors qu'elle s'asseyait sur un trottoir, une voiture ralentit. Une femme descendit. Grande, élégante, peau dorée, en tailleur ivoire. Elle s'avança lentement, les yeux brillants. « Madame Fatoumata ?» Fatoumata releva la tête, confuse. « Oui. C'est moi. Je suis Aïcha. La fiancée d'Ismaël. » Le silence s'imposa. Il vous attendait. Il m'en a tant parlé. Il vous a même préparé une chambre chez lui. Mais, il y a 2 jours, il a été agressé. À la sortie d'un dîner d'affaires. On lui a volé son téléphone. Il a reçu un coup à la tête. Il est à l'hôpital. En soins intensifs. Fatoumata sentit la terre tanguer sous ses pieds. Elle porta une main à sa bouche. Il est vivant. Stable, rassurez-vous. Mais il n'a pas encore repris pleinement conscience. Il murmurait votre nom cette nuit. Il vous cherche. Même dans ses rêves. Aïcha s'approcha, lui prit la main. Venez. On va le retrouver. Et dans cette voiture climatisée, sur la route vers la clinique de Bonalamba, Fatoumata regarda défiler la ville. Plus rien ne comptait. Ni l'humiliation, ni l'attente, ni les appels sans réponse. Son fils était en vie. Et elle allait enfin lui prendre la main. La clinique Saint-Michel de Bonalamba dominait la ville du haut de la colline aux manguiers. Un bâtiment moderne aux façades blanches, impeccable, presque trop lisse pour être vrai. L'odeur désinfectée qui régnait à l'intérieur se mêlait à celle, plus discrète, des fleurs que les familles laissaient au pied des lits, comme des prières en couleur. Fatoumata marchait lentement dans le couloir du service de soins intensifs. Ses sandales de caoutchouc faisaient un petit bruit mou sur le carrelage. Sa main s'appuyait contre le mur, à chaque pas. À ses côtés, Aïcha gardait un silence respectueux, presque pudique, comme si elle n'osait pas déranger la douleur ancienne qui, chez Fatoumata, ne criait jamais mais pesait dans l'air comme un encens invisible. La chambre était au bout du couloir, à gauche. Un panneau lumineux indiquait Sarr, Ismaël chambre 17. Lorsqu'elles entrèrent, une lumière douce filtrait à travers les stores. Le lit d'hôpital, large et froid, semblait avaler le corps d'Ismaël. Des fils et des capteurs sortaient de sous ses draps. Son visage était intact, hormis une ecchymose violacée sur la tempe gauche. Sa respiration était régulière, mais il ne bougeait pas. Les yeux fermés, il semblait rêver à l'envers du monde. Fatoumata resta figée. Les genoux fléchis. Le souffle coupé. C'était lui. Son garçon. Son fils devenu homme. Un homme brisé, à cet instant, mais vivant. Elle s'avança lentement, comme si un faux mouvement pouvait déranger le silence fragile de la chambre. Elle s'assit près de lui. Sa main ridée effleura le bras inerte de son fils. Elle ne dit rien. Il y a des choses qu'aucune langue ne sait traduire. Elle le regardait simplement. Comme une femme regarde ce qu'elle a porté dans sa chair, ce qu'elle a nourri de son lait, de ses larmes, de ses bénédictions murmurées au bord du sommeil. Aïcha, elle, resta en retrait. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Depuis 2 jours, elle veillait sans interruption. Les cernes avaient creusé son regard, mais il y avait en elle une fermeté tendre, une force calme.
Elle aimait Ismaël. Vraiment. Ce n'était pas seulement une histoire de fiançailles, de robe blanche ou de belles photos. C'était une présence fidèle, constante, même dans l'ombre. Il vous a tellement attendu, murmura Aïcha à voix basse, les yeux embués. Il avait même changé les rideaux de la chambre d'amis pour vous. Il voulait que tout soit parfait. Il m'a dit, ma mère, c'est mon étoile. Je veux qu'elle soit fière de la vie que j'ai construite. Fatoumata ferma les yeux. Une larme roula lentement sur sa joue. Elle prit la main de son fils, doucement, comme on cueille un fruit fragile, et la porta à sa joue. Yako, mon fils. Que t'est-il arrivé? Pourquoi le sort te poursuit-il comme un vent mauvais, même ici, même dans cette ville de lumière? Un silence lourd s'installa. Puis soudain, très lentement, le pouce d'Ismaël bougea. Un frémissement presque imperceptible. Aïcha s'approcha brusquement, le cœur battant. Il a bougé. Tu as vu? Fatoumata hocha la tête, les yeux grands ouverts. Un autre frisson traversa la main d'Ismaël. Son visage eut une légère contraction, comme une pensée douloureuse qui se formait dans le sommeil. Puis ses lèvres s'ouvrirent faiblement. Man? Un souffle. À peine audible. Mais clair. Fatoumata fondit en larmes. Elle posa son front contre celui de son fils. Je suis là, mon fils. Ta mère est là. Je ne bouge plus. Des larmes mouillaient leurs deux visages. Aïcha pleurait aussi, sans honte. Un médecin entra quelques minutes plus tard, alerté par les signaux. Il sourit en voyant les premiers signes de réveil. C'est un très bon signe. Il est en train de remonter à la surface. Il vous a entendu. Fatoumata serra la main d'Ismaël plus fort. Mon fils est un combattant. Il a survécu à pire. Même à l'exil, même au silence. Il survivra à cette nuit aussi. Fatoumata n'avait pas lâché la main d'Ismaël. Même après que ses paupières eurent cessé de frémir, même après que les moniteurs se furent stabilisés dans leur chant monotone. Elle restait là, penchée sur lui, comme si sa simple présence pouvait empêcher la douleur de revenir, comme si son souffle pouvait lui redonner la force de revenir complètement. Aïcha, restée debout près du pied du lit, observa la scène avec une tendresse silencieuse. Elle savait ce que signifiait cette main qui ne voulait pas lâcher. Elle savait aussi que l'amour maternel avait parfois ses excès, ses obstinations, ses refus de céder, même face à l'évidence. Elle s'approcha doucement, posa une main sur l'épaule de Fatoumata. Maman? Il va se réveiller. Mais il a besoin de repos. Son corps se bat encore. Il est entre deux rives. Laissez-lui un peu de temps. Fatoumata secoua la tête sans parler. Son regard restait rivé à celui d'Ismaël, même fermé. Je ne peux pas. Pas maintenant. Il a prononcé mon nom. Il m'a appelé. Je veux être là, quand il ouvrira les yeux. Je veux qu'il sache que je suis là. Qu'il ne se sente plus seul. Sa voix tremblait, mais son regard restait ferme. Inflexible. Aïcha s'agenouilla à côté d'elle. Elle parla avec douceur, cette douceur qu'elle portait comme un manteau invisible autour d'elle, une lumière chaude dans les moments les plus sombres. Et vous serez là, maman. Mais juste après avoir repris un peu de force. Vous avez fait un long voyage. Vous n'avez presque pas dormi. Si vous tombez malade à votre tour, il s'en voudra. Il a besoin de vous, entière. Pas épuisée. Fatoumata ne répondit pas. Elle gardait la main de son fils contre sa joue, les yeux rougis. Moi, je reste ici. Je ne le quitte pas, promit Aïcha, avec un sourire apaisant. Et vous savez que le personnel est excellent. Le docteur Moussa passe toutes les 2 heures. Si quelque chose change, je vous appelle. Immédiatement. Mais pour l'instant, il dort. Et vous, vous avez besoin de vous reposer. Rien qu'un peu. Venez, on rentre à la maison. Je vous prépare du thé à la menthe, vous prendrez une douche, vous dormirez un peu. Ensuite, on revient. Ensemble. Fatoumata cligna lentement des yeux. Ses lèvres tremblaient. Et s'il se réveille, pendant que je ne suis pas là? Il me trouvera. Et je lui dirai que vous étiez là. Que vous avez veillé sur lui. Je lui raconterai comment vous l'avez serré contre vous, comment vous avez pleuré avec lui. Il saura que vous l'aimez.
Rien de tout ça ne s'effacera. Un long silence suivit. Puis, très lentement, Fatoumata se redressa. Sa main glissa le long du bras de son fils, comme une caresse qui prolongeait une promesse. « D'accord, murmura-t-elle. Mais tu m'appelles. Aïcha, tu me promets de m'appeler si quelque chose change. S'il ouvre les yeux. S'il parle. » Aïcha hocha la tête avec un sourire rassurant. « Je vous le jure. Surtout ce que j'ai de plus cher. » Fatoumata se leva lentement. Elle posa un baiser sur le front d'Ismaël, long, silencieux, profond comme une prière. Puis elle se tourna vers la porte, le cœur lourd mais un peu apaisé, suivie d'Aïcha qui, comme toujours, était à ses côtés, douce, calme, solide comme un roc tendre. La voiture glissa lentement le long de l'allée pavée, bordée de buissons soigneusement taillés et de lampadaires élégants dont la lumière dorée se diffusait comme une caresse sur les murs en pierre beige. Le portail s'était ouvert automatiquement à leur arrivée, dévoilant la somptueuse villa perchée sur une petite hauteur de Bonalamba. Fatoumata, assise à l'arrière, regardait par la vitre avec des yeux mêlés d'émerveillement et de trouble. La maison. Non, ce n'était pas une maison. C'était un petit palais, discret mais raffiné, dont les formes carrées et épurées semblaient danser avec les lumières du soir. Une architecture moderne, mais habitée d'une chaleur qu'on ne trouve que là où l'on aime vraiment vivre. Des bougainvilliers en cascade encadraient le perron. Un léger parfum de jasmin flottait dans l'air. « Bienvenue chez vous, maman », murmura Aïcha en descendant pour lui ouvrir la portière. Un majordome en veste ivoire, droit comme un baobab, s'approcha aussitôt avec un sourire courtois. Il s'appelait Bako. Derrière lui, deux jeunes femmes vêtues d'uniforme sobre vinrent prendre les valises. Fatoumata hésita une seconde sur le seuil. Le contraste entre cette richesse tranquille et la vie rude qu'elle avait menée jusque-là lui serrait la poitrine. Mais Aïcha, toujours attentive, posa doucement une main dans le creux de son dos, l'invitant à entrer. « Ce n'est pas une cage dorée, maman. C'est un foyer. Ismaël voulait que vous soyez fiers. Qu'il n'y ait plus de peine quand vous repenseriez à vos années de sacrifice. » Fatoumata passa la porte. L'intérieur était à couper le souffle, un vaste salon aux murs crème, avec des tableaux modernes, des canapés en cuir moelleux couleur caramel, des rideaux en lin flottant doucement dans la brise du soir. Un escalier majestueux en bois sombre montait à l'étage, et une grande baille vitrée donnait sur un jardin illuminé. « C'est donc ici que vit mon fils, » murmura-t-elle, les yeux perdus dans les détails. Aïcha la conduisit à l'étage, dans une chambre spacieuse et apaisante. Le lit king size était orné d'un couvre-lit en coton blanc brodé, et une grande fenêtre donnait sur la ville de Bonalamba endormie. C'est la chambre qu'il vous a préparée. Il a même fait venir des coussins en wax spécialement pour vous. Il disait que vous ne dormiez bien qu'avec cela. Fatoumata eut un sourire discret, reconnaissant. Il se souvient. Il ne vous a jamais oublié, dit Aïcha, en ouvrant le placard pour lui montrer quelques tenues soigneusement suspendues, tout à sa taille. Il voulait que vous vous sentiez chez vous dès le premier jour. Après s'être changé en boubou de coton clair, Fatoumata descendit pour le dîner. La salle à manger, baignée d'une lumière douce, accueillait une grande table ornée de fleurs fraîches et de vaisselle fine. Le repas avait été préparé avec soin, soupe de gombo en entrée, poisson braisé aux épices, riz parfumé au clou de girofle et un jus de bissap maison. Fatoumata mangea peu, mais chaque bouchée lui semblait chargée de souvenirs, de contrastes, d'émotions confuses. Elle se sentait étrangère et familière à la fois dans ce lieu. Une fois le repas terminé, Aïcha proposa qu'elle s'installe dans le petit salon attenant, plus intime. Là, deux fauteuils bas entouraient une table basse où fumait encore une théière d'argent. Le silence de la maison était feutré, rassurant, comme si les murs eux-mêmes savaient qu'il fallait parler bas ce soir. « Je peux vous poser quelques questions, ma fille » dit Fatoumata, en s'adossant lentement, une tasse chaude entre les mains. Aïcha hocha la tête avec un sourire calme. « Bien sûr, maman. Je suis tout à vous. Raconte-moi comment vous vous êtes rencontrés. Ce n'est pas tous les jours qu'un fils me cache une fiancée aussi belle et douce. » Aïcha rit doucement, baissant un peu les yeux, presque gênée. C'était au travail. Il avait besoin d'une analyste pour un projet immobilier à Douala, et j'étais la seule qui osait lui dire non quand une idée ne tenait pas la route. Il a été agacé au début, puis intrigué. Ensuite, il a arrêté de discuter mes propositions. Il a commencé à me proposer des dîners au lieu des réunions. Fatoumata sourit en coin. « Et toi,
Tu as accepté vite ces dîners? Au début, je trouvais qu'il faisait un peu trop le malin. Mais avec le temps, j'ai vu qu'il avait un cœur immense, même s'il le cachait sous ses costumes de patron. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Il aidait en cachette des anciens camarades d'école, il versait des bourses à des étudiants. Il m'a séduite par sa bonté plus que par son nom. Fatoumata resta silencieuse un moment, comme si elle observait Aïcha non seulement avec ses yeux, mais aussi avec l'âme. Et tu fais quoi exactement, dans son entreprise? Je suis directrice adjointe des opérations. Ce n'est pas un cadeau. Il est exigeant, surtout avec moi. Il ne veut pas qu'on dise que je suis là parce que je suis sa compagne. Il me pousse à faire mes preuves chaque jour. Et j'aime ça. Vous avez des projets ensemble? Oui. On voulait construire un centre de formation gratuit dans le Nord. Pour les jeunes filles qui veulent apprendre un métier. Il disait toujours que sans vous, il n'aurait jamais été ce qu'il est devenu. Alors il voulait que d'autres, petite Fatoumata, comme il disait, aient une chance. Les yeux de Fatoumata s'embuèrent de nouveau. Elle posa sa tasse. Il est devenu quelqu'un de bien. Malgré l'absence, malgré les silences, malgré nos douleurs. Il vous aime profondément. Il parlait de vous comme de son repère. Sa boussole. Même si vous étiez loin. La nuit était bien avancée. Le silence s'épaississait. Fatoumata regarda la montre fine à son poignet. Il est tard. Mais demain, je veux être à la clinique à la première heure. Avant le lever du soleil. Je veux être là s'il se réveille. Il pourrait chercher ma main, ou m'appeler encore. Aïcha hocha doucement la tête, sans la contredire cette fois. Je vous réveille avant l'aube. Je vous y conduirai. Il saura que vous êtes là. À chaque instant. Et dans le calme velouté de la nuit, la mère et la fiancée restèrent là encore un moment, côte à côte, unis par l'amour d'un même homme, deux femmes au cœur fort, veillant dans l'ombre d'un espoir encore fragile. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand Fatoumata ouvrit enfin les yeux. La chambre baignait dans une lumière dorée, douce mais intense, filtrée par les rideaux en lin. Un calme inhabituel flottait dans l'air, comme une alerte silencieuse. Elle tourna rapidement la tête vers le réveil posé sur la table de chevet, 10h04. Elle bondit hors du lit, paniquée. 10h? Mon Dieu! Ismaël. Elle s'habilla à la hâte, nouant maladroitement son pagne autour de sa taille. Aucune trace d'Aïcha. Elle ouvrit la porte, appela timidement dans le couloir. Aïcha? Ma fille? Aucune réponse. En descendant, elle sentit une odeur de pain chaud, d'œufs brouillés et de café. Le petit déjeuner avait été servi. Une table basse du salon portait un plateau raffiné, avec un mot écrit d'une écriture féminine soignée, « Prenez des forces, maman. Je reviens vite. » Mais Fatoumata ne toucha à rien. Son cœur battait déjà trop vite, impatient, chargé d'une peur ancienne et d'une hâte nouvelle. « Bako » appela-t-elle en traversant le salon. Le majordome arriva aussitôt, un peu surpris. « Madame, vous êtes réveillée. Mademoiselle Aïcha est partie très tôt ce matin. Elle ne nous a pas dit où elle allait. À l'hôpital. Elle a dû aller à l'hôpital. Pourquoi ne m'a-t-elle pas réveillée? Elle a demandé qu'on vous laisse dormir. Elle pensait que vous étiez épuisé. » Fatoumata saisit son sac sans écouter la suite. « Je dois y aller, Bako. Je dois le voir. Mais, madame, nous n'avons reçu aucun ordre pour vous accompagner. Vous ne connaissez pas Bonalamba, et il n'y a pas de chauffeur disponible pour l'instant. Ce n'est pas grave. Je trouverai. Je ne peux pas rester ici, pas aujourd'hui. » Le personnel hésita. On tenta de la retenir, poliment. Mais elle secoua la tête avec fermeté, ses yeux brillant d'une détermination tranquille. « Il est mon fils. Je suis sa mère. Même le soleil ne peut me retenir aujourd'hui. » Elle sortit, marcha quelques mètres au hasard, puis elle a un taxi jaune et poussiéreux qui roulait lentement sur la grande avenue. Le chauffeur, un homme moustachu au visage fatigué, lui jeta un regard méfiant, mais elle parla vite. « Clinique privée de Bonalamba. C'est urgent. Mon fils y est hospitalisé. » Il hocha la tête et démarra. Le trajet lui parut une éternité. Les rues de Bonalamba défilaient comme un monde étrange. Elle reconnut les signes de modernité, les boutiques vitrées, les motos vrombissantes, les enfants en uniforme qui sortaient de l'école,
mais son esprit n'était que dans une pièce blanche, un lit, et un visage endormi. Arrivée à la clinique, elle descendit rapidement, les jambes tremblantes. L'accueil était sobre et calme, presque trop calme. Elle alla droit vers le comptoir. « Je viens voir mon fils. Ismaël Kanté. Il est en soins intensifs. » L'infirmière releva à peine la tête. Les visites ne sont pas autorisées sans autorisation du médecin-chef. Je suis sa mère. Il m'a appelé hier. Il a bougé sa main. J'étais là. Je dois le voir. Je suis désolé. Il est toujours dans le même état, madame. On ne peut pas. Je ne partirai pas sans le voir. Elle s'appuya au comptoir, refusant de bouger. Il y eut quelques échanges tendus, puis un autre infirmier s'approcha, puis un médecin de garde. Après plusieurs minutes d'insistance, de colère contenue et de supplications silencieuses, on finit par céder. 10 minutes seulement. Pas plus. Elle hocha rapidement la tête et suivit le couloir long et silencieux qui menait aux soins intensifs. Son cœur tambourinait si fort qu'elle avait l'impression d'avoir du feu dans les tempes. En entrant, elle s'arrêta net. Ismaël était là. Immobile. Entouré de machines qui cliquetaient doucement, presque ironiquement paisibles. Son visage semblait endormi, presque serein, mais toujours sans réaction. Son bras était posé sur le drap, immobile, et une perfusion descendait lentement le long de son avant-bras. À son chevet, Aïcha était assise, les yeux fatigués, les mains jointes. Un homme se tenait à ses côtés, élégant dans un costume gris clair, les traits tirés par l'inquiétude. Il se retourna en entendant la porte. Aïcha se leva aussitôt, surprise. « Maman ? Tu es venue toute seule ? Il est toujours dans le coma. » murmura Fatoumata, s'approchant, sans répondre. Aïcha lui prit doucement le bras. « Oui. Rien n'a changé depuis hier soir. On attend. Les médecins disent que chaque jour sans complications est une bonne nouvelle, mais il n'y a pas eu d'évolution. » Le silence pesa sur elle comme un couvercle de pierre. Son cœur s'effondra. Elle avait cru. Elle avait tellement espéré qu'aujourd'hui, qu'il aurait les yeux ouverts, qu'il lui dirait « Maman ». Aïcha désigna l'homme à ses côtés. « Voici Kader. Le collaborateur et ami proche d'Ismaël. C'est lui qui a prévenu les urgences et qui s'est occupé de tout ce soir-là. » Kader tendit la main, respectueux. « Je suis heureux de vous rencontrer, Madame Kanté. Votre fils parle souvent de vous. Il m'a raconté votre courage. Votre histoire l'a forgé. » Fatoumata serra brièvement sa main, mais son regard restait fixé sur Ismaël. Il ne bouge plus. Hier, il m'a serré la main. Il a bougé. Pourquoi pas aujourd'hui ? Sa voix se brisa. Elle se laissa tomber sur la chaise libre à côté du lit, prit doucement la main de son fils et la porta à sa joue. Ismaël, mon fils, je suis là. Tu m'entends, hein ? Ouvre les yeux. Tu as tenu ma main hier. Tu peux le refaire, je suis là. Mais seule la rumeur discrète des machines lui répondit. Et, pour la première fois depuis son arrivée à Bonalamba, Fatoumata se sentit brisée. Pas par la fatigue. Pas par la ville inconnue. Mais par cette immobilité muette. Cette absence vivante. Ce corps qui était là, mais dont l'âme semblait encore flotter ailleurs. Elle ferma les yeux, retint un sanglot, et pria dans un souffle rauque. Ne m'abandonne pas, mon fils. Pas après tout ça. Pas maintenant. Le silence de la chambre était presque sacré. Les machines continuaient leur chant discret, comme un battement de cœur artificiel dans l'attente d'un retour à la vie. Kader jeta un coup d'œil à sa montre, puis s'avança vers Aïcha. Sa voix fut douce, mesurée, presque désolée. Je vais devoir y aller, j'ai une réunion dans moins d'1 heure. Mais tiens-moi au courant dès qu'il y a du nouveau, s'il te plaît. Aïcha hocha lentement la tête, visiblement partagée entre gratitude et fatigue. Merci, Kader. Pour tout ce que tu fais pour lui. Il lança un dernier regard à Ismaël, puis un autre, plus bref, à Fatoumata. Madame Kanté. Bon courage. Elle répondit par un hochement sec, sans même détourner les yeux de son fils. Dès que la porte se referma derrière lui, Aïcha se tourna vers elle. Maman, tu ne veux pas venir avec moi ? Tu as besoin de repos. Tu es venue toute seule, tu n'as même pas pris ton petit déjeuner.
tu vas te rendre malade à force. Fatoumata releva lentement la tête. Ses yeux fatigués étaient pleins d'une tendresse inquiète, mais aussi d'une détermination sans faille. Je vais rester ici. Il a besoin de moi. Je sens qu'il m'entend. Je resterai jusqu'à ce qu'il bouge encore, ou qu'il ouvre les yeux. Aïcha hésita. Son regard se posa sur la main frêle que Fatoumata tenait entre les siennes. Puis, lentement, elle acquiesça. D'accord. Je reviendrai ce soir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Elle sortit sans bruit, refermant doucement la porte derrière elle. Le calme revint aussitôt, comme une mer recouvrant les traces d'un passage. Fatoumata s'assit, soupira longuement, puis s'adossa contre le dossier de la chaise. Elle prit un moment pour regarder son fils. Il semblait si paisible. Comme un enfant profondément endormi. Elle lui parla à voix basse, presque comme si elle ne voulait pas réveiller l'air lui-même. Ismaël. Mon fils. Tu te souviens de ta grand-mère, hein? Quand elle disait que même un arbre peut revivre si on lui parle tous les jours. Je vais rester ici et te parler, jusqu'à ce que tu reviennes. Jusqu'à ce que tu me répondes. Elle effleura sa joue du bout des doigts, puis baissa les yeux sur le drap blanc. Hier, tu as bougé, tu m'as serré la main. Je l'ai senti, je ne l'ai pas inventé, alors pourquoi aujourd'hui, plus rien? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Pourquoi tu semblais si proche hier, et si loin aujourd'hui? Elle s'interrompit, regardant distraitement les lignes clignotantes du moniteur. Puis son regard se perdit dans le vide. Une sensation étrange grandissait en elle. Une gêne floue, comme une brume grise qui s'insinue doucement dans les fissures de l'intuition. Cet ami? Kader? Il a l'air poli, bien élevé, mais il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi. Il parle bien, il agit bien, mais, pourquoi je ne parviens pas à lui faire confiance? Comme si, quelque chose sonnait faux. Elle plissa les yeux, ruminant en silence. Et Aïcha? Pourquoi elle ne m'a pas réveillé ce matin? Elle savait que je voulais venir. Elle m'avait même écrit un mot pour me dire de prendre des forces, mais, elle est partie sans moi. Pourquoi? Elle dit qu'elle voulait que je me repose. Mais, on ne laisse pas une mère derrière, pas dans un moment comme ça. Elle secoua la tête, comme pour chasser ses pensées. Mais elles revenaient, de plus en plus nombreuses, comme des ombres au coin d'un rêve. Est-ce que je deviens paranoïaque? Ou est-ce que je sens vraiment quelque chose d'anormal? Hier, j'étais pleine d'espoir. Aujourd'hui, il est toujours là, figé comme une statue, et vous me dites que rien n'a changé. Comment c'est possible? Elle reprit la main d'Ismaël, plus fermement cette fois. Dis-moi que je me fais des idées, mon fils. Réveille-toi et dis-moi qu'ils prennent bien soin de toi. Que tu es juste fatigué, et que je dois attendre encore un peu. Mais aucune réponse. Seulement le cliquetis monotone des machines et le souffle froid de la climatisation. Fatoumata soupira à nouveau, ses épaules s'affaissèrent. L'inquiétude, la fatigue du voyage, les émotions accumulées, tout la submergeait comme une marée lente. Elle ferma les yeux quelques instants. Juste pour se reposer. Juste une seconde. Ses paupières se fermèrent doucement. Sa main resta dans celle de son fils. Et sans même s'en rendre compte, elle s'endormit là, dans ce silence ouaté, bercée par l'attente, les doutes, et cet instinct maternel qui ne la quittait jamais. La lumière pâle du jour filtrait doucement par les persiennes de la chambre d'hôpital quand Fatoumata ouvrit les yeux. Une étrange sensation l'habitait, un mélange de désorientation et de malaise diffus. Elle cligna plusieurs fois des paupières, s'habituant au décor immobile de la chambre, puis tourna la tête doucement. Aïcha était là. Assise près du lit, les yeux rivés sur Ismaël, elle ne semblait pas avoir remarqué que la mère s'était réveillée. Son visage était doux, calme, presque apaisé. Quand elle sentit le regard de Fatoumata, elle se retourna et lui adressa un sourire plein d'attention. « Maman Fatoumata, tu t'es endormie longtemps. Tu devais vraiment être fatiguée. » Fatoumata s'étira lentement, ressentant les raideurs de ses muscles. Elle jeta un regard à son fils. Rien n'avait changé. Il était toujours là, figé dans un silence épais, dans une immobilité qui lui arrachait le cœur. Il n'a pas bougé? Non. Toujours pareil, répondit doucement Aïcha. Je suis passé par la maison, et j'ai pensé que tu devais avoir faim. Alors j'ai apporté à manger.
Riz sauce arachide, un peu de poisson fumé. Comme tu l'aimes. Fatoumata lui jeta un regard, mi-surprise, mi-reconnaissante. Elle n'avait pas mangé depuis la veille. Son estomac criait famine. Elle hocha doucement la tête. Merci, ma fille. C'est gentil. Aïcha lui tendit un petit sac isotherme. L'odeur familière du repas fit gargouiller son ventre. Elle se prépara rapidement, s'installant sur la chaise, mais avant d'entamer la première bouchée, elle sentit comme une étrange lourdeur l'envahir. Un soupçon, un souffle venu d'ailleurs. Elle regarda Aïcha, qui souriait toujours. Un sourire paisible. Presque trop. Mais elle avait faim. Elle ne pouvait pas ignorer cette sensation. Alors elle commença à manger, lentement, en silence. Aïcha observait Ismaël, perdu dans ses pensées. Aucun mot ne fut échangé pendant plusieurs minutes. Quand elle eut terminé, Aïcha lui proposa doucement de rentrer à la maison. « Il faut que tu prennes une vraie nuit de repos, maman. Je resterai ici ce soir, je te le promets. » Fatoumata hésita. Puis accepta. Sur le chemin du retour, alors que la voiture glissait lentement entre les rues encore calmes de la ville, elle jeta un coup d'œil à la jeune femme assise à ses côtés. Aïcha regardait droit devant elle, concentrée sur la route. Mais quelque chose ne passait pas. Comme une fausse note dans une mélodie pourtant bien jouée. Fatoumata repensait à son rêve. À l'odeur du repas. À ce silence trop lisse. À Kader, cet ami qui semblait trop bien joué pour être vrai. Et surtout, à son fils, qui n'avait pas esquissé un seul geste depuis ce fameux jour où elle l'avait senti serrer sa main. Pourquoi cette stagnation? Pourquoi ce mur soudain? À peine arrivée à la maison, ses paupières s'alourdissaient déjà. Elle monta les escaliers, prétextant une douleur dans les jambes, et s'enferma dans sa chambre. Elle s'allongea tout habillée, sans même retirer ses chaussures. Et, à peine sa tête posée sur l'oreiller, elle sombra dans un sommeil agité. Et dans ce sommeil, un rêve étrange, presque terrifiant. Elle se vit dans la chambre d'hôpital. Tout était flou, comme dans un nuage. Elle se tenait à l'entrée, incapable d'avancer. Aïcha était là, debout près du lit. Elle avait un regard dur, distant, concentré. Dans sa main, une seringue. Elle l'inséra dans la perfusion d'Ismaël. Le liquide coulait lentement. Un liquide trouble, visqueux. Fatoumata voulait crier, courir, l'arrêter, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Ses jambes étaient clouées au sol. Puis tout devint noir. Elle se réveilla en sursaut, haletante, le cœur battant à tout rompre. Il faisait encore sombre dans la chambre. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge digitale sur la table de chevet, 5h03. Elle se leva lentement, se lava le visage, enfila son pagne, et s'assit sur le fauteuil en osier face à la fenêtre entr'ouverte. Le silence de la maison était presque oppressant. Elle resta là, les bras croisés, à fixer un point invisible dans le vide. Pourquoi ce rêve? Pourquoi une image aussi précise, aussi dérangeante? Était-ce simplement la fatigue, le stress, la peur, ou était-ce autre chose? Un avertissement? Une intuition déguisée? Et pourquoi Ismaël ne s'était plus manifesté depuis ce premier contact? Elle l'avait senti, elle en était certaine. Mais depuis, rien. Rien d'autre qu'un corps sans réponse, qu'un fils devenu l'ombre de lui-même. Et Kader. Qui était-il réellement? Pourquoi ce sentiment de méfiance? Ce malaise qu'elle ne parvenait pas à nommer? Le temps s'écoula lentement, jusqu'à ce que des pas discrets résonnent à l'étage. Aïcha descendit, fraîche, maquillée, les cheveux relevés en un chignon soigné. Elle sursauta légèrement en apercevant Fatoumata déjà installée au salon. « Oh! Maman Fatoumata, tu es réveillée depuis longtemps? » « Depuis 5 heures, répondit-elle doucement, sans sourire. Aïcha marqua une pause, puis proposa de prendre le petit déjeuner ensemble. Elles s'installèrent à la table du salon. Pain chaud, café noir, quelques œufs durs. Fatoumata mangea en silence, observant chaque mouvement, chaque regard d'Aïcha. Puis, en posant sa tasse, elle déclara. « Je veux aller voir mon fils ce matin. J'ai besoin de rester un peu avec lui. Juste lui et moi. » Aïcha hocha doucement la tête. « Bien sûr. Je vais t'accompagner. Je resterai un moment, puis je filerai au bureau.
Je préviendrai Kader de t'envoyer un chauffeur pour le retour. » Elles prirent la route dans un calme tendu. À l'hôpital, Aïcha resta une vingtaine de minutes, fit quelques appels dans le couloir, puis revint pour prendre congé. « Je repasserai ce soir, maman. Repose-toi bien. » Fatoumata hocha simplement la tête, puis se tourna vers Ismaël. Elle prit sa main, la serra contre sa joue. « Mon fils, tu es là, mais tu es loin. Et moi, je suis venu de si loin pour te voir, pour te serrer dans mes bras. Mais tu ne bouges pas, tu ne me regardes pas. Depuis que je suis là, pas un mot, pas un battement de cils. Tu ne m'as pas reconnu, même pas dans ton silence. » Une larme coula le long de sa joue. Elle pensa à ce rêve. À cette seringue. À cette présence qu'elle ne parvenait pas à cerner. Quelque chose n'allait pas. Et elle le sentait, profondément. Comme une mère sent toujours. Et elle jura, à voix basse, en serrant la main de son fils. « Quoi qu'il se passe ici, je vais le découvrir. Je te le promets, Ismaël. Maman est là. Et je ne partirai pas tant que la vérité ne sera pas sortie de l'ombre. » Vers midi, comme la veille, la fiancée revint à l'hôpital. Elle portait à la main un élégant panier repas soigneusement refermé, avec ce sourire tendre et attentionné qu'elle savait si bien afficher. Elle entra dans la chambre en saluant doucement, puis s'approcha de la mère, installée près du lit de son fils, le regard perdu dans les plis du drap, dans les battements absents du moniteur cardiaque. « Maman, j'ai pensé que tu aurais faim, » dit-elle doucement. « J'ai préparé quelque chose de complet. Tu dois te nourrir pour tenir debout. » La mère hocha la tête avec gratitude. Elle accepta le repas sans rechigner, mais au lieu de l'ouvrir comme la veille, elle le posa simplement sur la petite table roulante. Elle n'avait pas encore touché au sachet. Ses yeux étaient ailleurs. « Tu ne manges pas ?» s'étonna la jeune femme en fronçant légèrement les sourcils. « Tu en as besoin, pourtant. Tu dois te fortifier. »« Je n'ai pas très faim. Je suis trop préoccupée, » répondit la mère, la voix un peu voilée. « Tu sais, il ne s'est toujours pas réveillé. » Un silence épais tomba entre elles, seulement interrompu par le souffle lent et régulier du patient, toujours plongé dans l'obscurité du coma. La fiancée sembla réfléchir, puis se leva doucement. « Attends, je vais te préparer un bon jus de fruits. Ça, au moins, ça passera tout seul, » dit-elle avec un sourire doux, presque maternel. Elle s'éloigna, ouvrit le petit réfrigérateur, fouilla dans ses affaires. Quelques instants plus tard, elle tendit un verre bien frais, coloré, avec quelques gouttes de condensation sur le rebord. « Tiens, maman. Bois. Ça va te faire du bien. » La mère prit le verre dans ses mains, le remercia avec un sourire distrait, mais au moment où elle approcha le liquide de ses lèvres, elle sentit à nouveau ce même malaise, ce même ressenti étrange que la veille. Ce frisson ténu, venu de nulle part, comme un avertissement muet qui remonta dans son dos, puis se figea dans sa nuque. Elle leva les yeux. La fiancée était toujours là, debout, les bras croisés, la regardant avec une fixité étrange, presque mécanique. Ce regard-là. Il y avait quelque chose d'artificiel, d'inhumain. Une attente trop calme, trop sûre. « Ah. Excuse-moi, j'ai besoin de passer aux toilettes, » dit la mère subitement, feignant un besoin pressant. Elle se leva sans attendre de réponse, prit le verre avec elle, et entra dans les toilettes de la chambre. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte et versa rapidement les 4/5 du jus dans la cuvette. Elle attendit quelques secondes, tira la chasse, et resta là un moment, le cœur battant. Puis, elle ressortit, le verre à moitié vide, l'air détendu. « Merci encore, c'était frais, » dit-elle en retournant s'asseoir. La fiancée ne dit rien. Elle la regarda un moment, puis s'assit aussi, jetant de temps à autre un œil vers le jeune homme, toujours inerte, toujours absent. La mère, quant à elle, s'installa confortablement, ferma les yeux. Mais elle ne dormit pas. Elle feignit. Et au bout de 10 minutes, le silence fut rompu par la sonnerie discrète d'un téléphone. La fiancée décrocha rapidement, en murmurant. « Oui, c'est moi. » Elle s'est endormie. Elle a refusé le repas, je crois qu'elle se méfie. Mais elle a bu le jus, j'avais mis une dose dedans aussi. Elle ne tiendra pas longtemps, ne t'inquiète pas. Un silence. La mère n'osa plus bouger. Son cœur cognait. L'infirmière prend sa garde à 16 heures. Je l'ai engagée moi-même.
Elle va lui injecter une dose plus forte aujourd'hui. Avec ça, normalement, il ne se réveillera plus. On sera enfin débarrassé de lui. Pause. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il a survécu à l'agression. Ces gars-là sont des incompétents. Mais cette fois, ça va marcher. La mère sentit ses mains trembler. Le dossier de la maison est prêt. Le notaire a déjà transféré les papiers à mon nom. L'employé qui les garde s'appelle Jonas. Tout est sous contrôle. Encore un silence. Si la mère se réveille, l'infirmière aura la consigne de lui servir quelque chose. Elle s'endormira aussi. Et moi, je n'aurai plus rien à craindre. Un frisson glacial parcourut l'échine de la mère. Elle aurait voulu hurler, se lever, la gifler, lui cracher au visage cette vérité qui se déversait, sale, cruelle, inhumaine. Mais elle resta immobile. Et attendit. Lorsque la fiancée raccrocha, elle resta un moment à observer le fils. Puis elle se pencha vers lui et, d'une voix basse, glaciale, elle murmura. « Enfin, ce sera fini. Tu ne valais rien, et maintenant, tu ne seras plus rien. Ton ami aura sa part, comme promis. Tu m'as cru amoureuse ? Pauvre naïf. » Puis elle quitta la chambre. La mère resta là. Muette. Figée. Une larme unique coula sur sa joue. Pas de tristesse. Pas de douleur. De rage. Une rage froide, calme. Sa gorge était sèche, mais son esprit, lui, était devenu limpide. Et dans ce silence, alors qu'elle sentait son cœur tambouriner à lui briser la poitrine, une seule chose importait désormais, sauver son fils. Et faire payer les traîtres. À peine la fiancée avait-elle quitté la pièce que la mère se leva précipitamment. Elle jeta un dernier regard à son fils, toujours inconscient, avant de sortir de la chambre, les jambes tremblantes, le cœur battant à rompre ses côtes. Elle s'adressa fermement à une infirmière de garde et demanda à voir le médecin-chef de toute urgence. Quelques minutes plus tard, elle était assise dans un petit bureau blanc, face au docteur Tano, un homme d'une cinquantaine d'années à l'air digne, calme, mais profondément humain. Elle lui raconta tout. Le verre vidé en cachette. L'appel téléphonique. Les mots glaçants de la fiancée. Le plan d'assassinat. Les papiers truqués. Le cousin complice. Et maintenant, l'infirmière supposément corrompue qui prendrait son service à 16 heures. Le médecin resta figé. Sa mâchoire se crispa, son regard s'assombrit à mesure que les révélations tombaient. Vous comprenez maintenant, pourquoi il ne se réveille toujours pas. Chuchota la mère, la voix brisée. On essaie de le tuer à petit feu. C'est monstrueux. Inacceptable. Mais on va les coincer, madame, dit-il d'un ton ferme, le regard soudain dur comme la pierre. Je vais vous aider. On va les attraper la main dans le sac. Alors commença une véritable course contre la montre. Le médecin appela un technicien de confiance. Une microcaméra fut discrètement installée dans un des coins de la chambre, bien dissimulée entre les interstices d'un plafonnier, avec angle parfait sur le lit du patient, la table de soins et l'espace où l'infirmière serait amenée à manipuler les médicaments. Ensuite, il s'attaqua au subterfuge médical. Il débrancha doucement le cathéter relié au bras du patient, celui que l'équipe soignante utilisait jusque-là. Avec un pansement adhésif et un habile jeu de bande, il le fixa simplement sur la peau, de sorte qu'il semble toujours actif et relié. En réalité, un autre cathéter, plus discret, avait été mis en place, juste en dessous, et c'est par celui-là que passeraient dorénavant les véritables traitements, à l'insu de tous. Enfin, le médecin alerta la police, leur donna le nom du fameux Jonas, l'employé complice, les documents falsifiés de l'entreprise, et les preuves à venir. Ils promirent d'envoyer une équipe discrète, qui resterait à proximité de l'hôpital, prête à intervenir. À 16 heures pile, l'infirmière remplaçante fit son entrée dans la chambre. Une jeune femme aux gestes assurés, au sourire discret, mais aux yeux vides de toute chaleur. Elle salua poliment la mère. « Bonjour, madame. Je prends ma garde pour ce soir. J'espère que vous allez mieux. » Un peu fatiguée, répondit simplement la mère, jouant le rôle à la perfection. L'infirmière sortit alors un verre de jus de fruits, bien frais, exactement comme la fiancée l'avait promis. Elle le posa avec douceur sur la table roulante. « Tenez, buvez un peu. Ça vous fera du bien. » La mère prit le verre, le porta à ses lèvres, mais sans boire.
Grâce à une habile feinte, elle le versa lentement dans un gobelet caché sous la chaise, préalablement placé là à l'aide du médecin. Puis, elle s'installa contre le fauteuil et ferma les yeux, feignant un sommeil lourd, comme si le somnifère avait fait effet. L'infirmière attendit 1 minute. 2. Puis elle se leva, jeta un œil discret autour d'elle, s'approcha du lit du patient, sortit 3 ampoules de sa poche. Sans précipitation, elle les cassa une à une, remplit une seringue, vérifia le dosage et s'abaissa pour injecter le produit dans le cathéter, ignorant que celui-ci n'était plus relié à rien. La caméra enregistrait tout. Chaque geste. Chaque faux pas. Après cela, elle s'approcha de la petite commode médicale du patient, ouvrit un tiroir, fouilla à l'intérieur. Elle en retira 5 ampoules différentes, des médicaments aux étiquettes précieuses, puis les glissa dans sa poche. Elle griffonna quelque chose sur la fiche de soins, comme si elle venait d'administrer un traitement officiel. Puis, elle s'éloigna du lit, sortit son téléphone et composa un numéro. Elle ne chuchota même pas. « Allô ? Oui, c'est moi. Je viens de finir. » Elle dort profondément. J'ai tout fait comme prévu. Tu peux faire le dépôt, je t'envoie le numéro du compte tout de suite. Elle soupira, comme soulagée d'avoir accompli sa mission, et ajouta d'une voix légère. T'inquiète, la vieille ne se rendra compte de rien. Et le type ? Ben, dans quelques heures, il sera parti pour de bon. Elle va même pas avoir le temps de le pleurer. À demain. Elle raccrocha. Sourit. Puis se retourna, comme pour quitter la pièce. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. 2 agents en civil entrèrent, badge à la main. Madame, ne bougez plus. Vous êtes en état d'arrestation. L'infirmière sursauta, blêmie, tenta de faire un pas en arrière, mais un des policiers lui bloqua le passage. Derrière elle, la mère ouvrit lentement les yeux, se redressa et fixa la jeune femme d'un regard glacé. Il n'y a pire poison que la trahison déguisée en soin, murmura-t-elle. Le médecin entra à son tour, avec les images déjà enregistrées sur un moniteur portable. L'infirmière, acculée, ne put rien dire. Elle était piégée. En silence, elle fut menottée, tandis qu'une autre équipe partait en direction de l'entreprise, à la recherche de Jonas et des fameux documents. Dans le lit, le fils dormait toujours. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, sa respiration devint un peu plus profonde. Comme un vent léger, annonçant peut-être son retour à la vie. Le couloir de l'hôpital s'était soudain mué en théâtre silencieux. On n'entendait que le bruissement des pas précipités des policiers et les voix étouffées de quelques infirmières choquées par la scène. La mère, encore assise dans le fauteuil, regardait la silhouette de l'infirmière disparaître dans le couloir, encadrée par 2 agents. Elle n'éprouvait ni triomphe, ni soulagement, seulement un vertige d'amertume. Son cœur restait rivé à ce corps immobile sur le lit. Elle aurait échangé toutes les arrestations du monde contre un seul de ses sourires. Le médecin Tano referma la porte doucement derrière lui, puis s'approcha d'elle. « Vous avez été incroyablement courageuse, madame. Grâce à vous, on va pouvoir remonter la chaîne complète. Jonas est déjà en train d'être localisé. La brigade économique a lancé un mandat de perquisition. » La mère hocha la tête en silence, puis tourna son regard vers son fils. Il avait l'air plus paisible, presque moins gris. L'équipe de nuit entra quelques minutes plus tard pour le suivi médical. Le médecin remit en marche la perfusion sur le bon cathéter, vérifia les constantes, ajusta les machines. L'infirmière de garde, bouleversée par les événements, jura de rester à ses côtés jusqu'au matin. Quelques heures passèrent. La mère n'avait pas bougé. Dans le silence tamisé de la chambre, elle observait les moindres frémissements de son fils. Il ne parlait pas. Ne bougeait pas. Mais elle sentait que quelque chose avait changé. Comme si le mal était parti. Comme si son corps, jusque-là asphyxié par des poisons lents, respirait à nouveau. Vers 3 heures du matin, elle s'assoupit. Son front appuyé contre le rebord du lit, sa main posée sur celle de son enfant. Et c'est là que cela arriva. D'abord un léger tremblement. Comme un sursaut nerveux dans les doigts du patient. Puis une contraction imperceptible de la mâchoire. Et enfin, un son. Faible. Presque inaudible. Un gémissement. Le genre de bruit qui, pour une mère, vaut tous les cris du monde. Elle se réveilla d'un coup, les yeux agrandis par l'espoir, et serra un peu plus fort sa main. « Mon fils ?
Tu m'entends? C'est maman, je suis là, mon amour, je suis là. Ses paupières bougèrent. Lentement. Comme si elles étaient lourdes de plomb. Puis ses yeux s'ouvrirent à peine. Deux fentes embuées par le sommeil profond. Il cligna. Une fois. Deux fois. Et sa bouche, dans un effort immense, articula une syllabe presque inaudible. Ma. Elle s'effondra en larmes, sur son bras, sur sa poitrine, remerciant Dieu, les cieux, l'univers, peu importe, mais remerciant de tout son être. Le médecin arriva en courant, alerté par l'appel d'urgence de l'infirmière. En voyant les signes d'éveil, il comprit que le cauchemar touchait à sa fin. Il va revenir à lui. C'est un miracle, non, c'est une justice qui s'installe enfin. Le lendemain, la nouvelle se répandit dans l'hôpital comme une traînée de poudre. Le fils de Madame Silué était sorti du coma. Lentement, mais sûrement. Les soins s'enchaînèrent. Le personnel, honteux de ne pas avoir vu plus tôt ce qui se tramait, se montra désormais d'une vigilance exemplaire. On découvrit que plusieurs autres patients avaient subi des soins suspects. Des enquêtes furent ouvertes. La police, elle, fit vite. Jonas fut arrêté dans un petit appartement, non loin d'Abobo, en possession d'un lot de documents falsifiés, de certificats médicaux contrefaits, de contrats d'assurance truqués. L'enquête révéla un vaste réseau de détournements de primes, de morts simulées et d'héritages précipités. La fiancée avait tout orchestré, le mariage express, les faux diagnostics, les transferts bancaires. Elle tenta de fuir le pays, mais fut arrêtée à l'aéroport avec un passeport modifié. À l'interrogatoire, elle éclata en sanglots, mais resta froide, arrogante, presque dédaigneuse. Ce n'était qu'une histoire d'argent, dit-elle. Rien de personnel. Mais pour la mère, c'était tout sauf impersonnel. C'était une tentative de meurtre, maquillée en soins. Une trahison à visage d'ange. 2 semaines plus tard, le jeune homme ouvrit les yeux pour de bon. Cette fois, vraiment. Il respirait sans assistance. Parlait faiblement. Reconnaissait les visages. « Maman, tu as pleuré » murmura-t-il un matin. Elle sourit, les yeux embués. « Pleurer ? Non. J'ai juste vidé l'océan pour que tu puisses respirer. » Il cligna des yeux, sans comprendre. Elle déposa un baiser sur son front, et pour la première fois depuis longtemps, il se rendormit, en paix. L'histoire fit grand bruit à Bonalamba. La presse parla d'un « réseau d'anges de la mort », d'un « complot sordide autour des assurances-vie » et d'un « miracle maternel ». Mais pour Madame Silué, ce n'était ni miracle ni légende. C'était simplement de l'amour. Brut. Viscéral. Celui qui vous pousse à veiller un mois entier sans dormir, à boire des jus empoisonnés pour faire semblant, à jouer avec la mort pour arracher la vie. Elle ne chercha ni gloire, ni vengeance. Mais lorsqu'elle regardait son fils, éveillé, vivant, respirant à nouveau, elle savait qu'elle avait gagné. Les jours passèrent, pareils à des aurores tendres après une longue nuit d'orage. Le jeune homme, que tout le monde à l'hôpital appelait désormais le ressuscité de Balaville, reprenait lentement possession de son corps, de sa conscience, et de sa vie. Sa voix, d'abord fragile, retrouva de la fermeté. Ses muscles, amollis par l'inertie, se raffermirent sous la volonté et les séances de kinésithérapie. Et surtout, ses yeux, ses 2 phares un temps éteints, se rallumèrent avec une intensité nouvelle, celle de l'homme qui a frôlé l'abîme et qui revient avec une clarté sur ce qui compte vraiment. Il ne se souvenait pas de tout. Mais il se souvenait d'elle. De cette fiancée douce et attentionnée. De sa présence constante à son chevet, de ses mots tendres. Il ne comprenait pas. Alors un jour, doucement, sa mère, assise à ses côtés comme elle l'était chaque matin, lui prit la main et lui dit : « Mon fils, il faut que je te raconte. » Et elle raconta. Tout. Les visites calculées. Les repas empoisonnés. Les injections destinées à l'achever. Les appels téléphoniques enregistrés. Le plan ourdi avec Jonas, son soi-disant ami, son propre cousin. Elle lui montra les preuves. Les vidéos. Les documents. Les aveux. Il écouta, sans l'interrompre. Le souffle court. Le cœur en feu. Puis, quand elle eut fini, il ne dit rien. Il ferma les yeux, les dents serrées, l'âme tordue entre la douleur et la nausée. Il ne pleura pas. Il ne cria pas.
Il resta longuement silencieux. Puis finit par lâcher dans un murmure. J'étais un aveugle qui croyait voir, et vous, maman, vous avez vu pour deux. Elle l'enlaça. Et ce fut la première fois, depuis des semaines, qu'il se laissa aller. Il pleura. Comme un enfant. Dans les bras de celle qui n'avait jamais douté de lui. Celle qui, seule contre tous, avait tenu bon. Astérisque astérisque. L'ancienne fiancée fut jugée, condamnée à une lourde peine pour tentative de meurtre, association de malfaiteurs, et escroquerie. Jonas, son complice, fut extradé vers Balaville après que la cellule de blanchiment ait été démantelée. Le notaire corrompu, ainsi que l'employé qui conservait les documents falsifiés, subirent le même sort. Le fils décida de tout reconstruire. Pas pour fuir, mais pour renaître. Il vendit la maison où tout s'était passé. Il récupéra la direction de son entreprise, mais fit le ménage. Nouveaux associés. Nouvelle équipe. Nouvelle éthique. Il ne voulait plus de demi-confiance, de faux-semblants, ni de silence lourd. Et surtout, il invita sa mère à venir vivre avec lui. Pas dans un rôle d'invité. Non. Elle était la fondation. Le roc. Le cœur de tout. Il acheta une maison chaleureuse dans un quartier paisible de Bonalamba. Une grande cuisine où elle pouvait encore préparer ses plats préférés, un jardin où elle passait ses matinées, et un salon baigné de lumière où il prenait le thé chaque soir. Astérisque astérisque. Un soir doux, alors que le ciel s'embrasait d'un orange doux, il s'assit à ses côtés sur la terrasse. Tu sais, maman, j'ai cru que l'amour, c'était les mots doux et les regards tendres. Mais c'est pas vrai. L'amour, c'est ce que tu as fait pour moi. C'est veiller quand tout le monde dort. C'est ne pas lâcher quand même l'espoir semble stupide. C'est exposer pour me protéger. Elle sourit, caressant doucement sa joue. Tu l'apprendras un jour, mais c'est aussi ça, être parent. Aimer même quand on reçoit rien en retour. Aimer sans condition. Il hocha la tête, ému. Est-ce que je saurai un jour aimer comme toi, maman? Peut-être pas comme moi. Mais à ta manière. Et ce sera suffisant, tant que tu aimes avec le cœur sincère. Astérisque astérisque. Les mois passèrent. La plaie devint cicatrice. La cicatrice, une leçon. Et la leçon, une force. Le jeune homme s'engagea dans des campagnes de sensibilisation sur les violences psychologiques et les manipulations dans les couples. Il investit dans une fondation de soutien aux familles victimes d'escroqueries ou d'abus dans le domaine médical. Il finança des bourses pour des étudiants en soins infirmiers, en exigeant une charte d'éthique intransigeante. Quant à sa mère, elle devenait, malgré elle, une figure admirée dans le quartier. On la saluait avec respect, on l'appelait affectueusement Maman Courage. Elle riait, modeste, et disait souvent, je ne suis qu'une mère, et une mère, quand elle aime, peut marcher sur le feu. Et lorsque parfois la nuit, le souvenir revenait, le jeune homme sortait sur la terrasse, respirait l'air doux de Bonalamba, regardait les étoiles et murmurait. Merci de ne pas avoir abandonné. Car il savait, dans chaque battement de son cœur revenu à la vie, que c'était elle, sa mère, qui l'avait sauvé. Et désormais, il vivait. Pour deux. Alors, dites-moi, à votre place, qu'auriez-vous fait face à cette situation? Auriez-vous eu le courage et la détermination de cette mère? Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche de notification, ça aidera beaucoup la chaîne. Et vous, d'où regardez-vous cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire.